Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 17 juin 2025, une semaine. Pour le coup, je pense que nous pouvons dire que cette semaine est décisive, à la fois sur le plan des fondamentaux qui sont variés et à la fois sur le plan du timing technique en raison d'un certain nombre d'éléments que je vais vous rappeler dans cette vidéo. Je pense que le choix technique que fera Bitcoin d'ici la fin de semaine, donc passe mardi, passe mercredi, pas dans cette volatilité ambiante liée à l'actualité géopolitique, mais je pense que le choix technique que fera Bitcoin à la fin de la semaine, en clair, la prochaine clôture technique hebdomadaire, sera le signal que tout le monde attend, à savoir, est-ce que le haut de cycle a été établi à 111 000 dollars ou pas? Alors, les temps forts fondamentaux sont importants cette semaine, sont variés. Naturellement, l'actualité géopolitique, alors ici, on va pas faire ni du BFM TV, ni du LCI, ni du CNews, etc. Peu importe l'actualité, tout le monde peut la suivre partout. Donc, je n'en parle pas. Enfin, si, j'en parle sous un angle différent, c'est-à-dire que dans la première partie de cette nouvelle édition du CTB, je vais passer en revue ce que j'estime être les meilleurs baromètres boursiers pour évaluer justement ce risque fondamental qu'est euh, l'affrontement entre Israël et l'Iran, alors qui est un affrontement qui date pas d'hier, mais qui là est en train de, je dirais, passer la seconde. Oui, passer la seconde, hein, parce qu'il peut y avoir des étapes supplémentaires, mais en même temps, on peut rétrograder ces principes d'un véhicule. Et la métaphore automobile s'arrêtera là. Donc, alors, oui, j'estime qu'il y a une sélection de bons baromètres boursiers qui permettent d'évaluer où en sont ces tensions géopolitiques. Et ça ne s'arrête pas au pétrole. Donc, même si le pétrole est bien sûr le risque numéro un, le baromètre numéro un sur ce sujet, cette géopolitique occupe tellement l'actualité que nous en oublions presque que le temps fort fondamental de la semaine n'est pas la géopolitique, mais reste bel et bien la réserve fédérale des États-Unis. Dites-vous bien une chose, aux États-Unis, Wall Street, la haute finance, ce marché directeur mondial, eh bien, la géopolitique, oui, parfois peut faire la une, naturellement, s'il y a un risque de troisième guerre mondiale. Mais grosso modo, assez vite, passé les premiers jours de chaleur brûlante de cette actualité, reviennent les fondamentaux classiques de la haute finance américaine. Et en particulier, aux États-Unis, rien ne se fait sans la Fed. La Fed drive la tendance de fond par un certain nombre de mécanismes, en grande partie liés à son impact sur la liquidité. Ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais que je vais vous remontrer parce que oui, ce mercredi 18 juin, décision de politique monétaire de la Fed qui ne va pas baisser ses taux, mais qui met à jour ses projections macroéconomiques, qui va faire évoluer encore son programme de quantitative tightening, va-t-elle le réduire ou pas? En quoi cela impacte les actifs risqués en bourse, marché des crypto-monnaies, indice boursier? Eh bien, ce sera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. Troisième partie du CTB, forcément, puisque on parle Bitcoin ici essentiellement. Où en est le Bitcoin sur le plan technique? A-t-il encore une chance de venir s'agripper à ce que à ce qu'annonce le leading indicator de cette liquidité mondiale, alors qui est représentée par il y a différents degrés, mais ce qui circule le plus, c'est bien sûr l'addition des agrégats monétaires M2 des principales économies, qui nous dit que le haut de cycle, lui, n'est pas fait à 111 000 dollars. Alors, va-t-on continuer d'être corrélé à ces courbes? Va-t-on s'en décorréler? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces courbes? Nous disent-elles quelque chose de favorable pour fin juin ou pas? On regardera ça. Et une quatrième partie sur les alts, avec des indices synthétiques globaux pour les alts, les ratios des alts face au marché, et puis un mot technique sur ETH, BNB, Solana et Render. Bienvenue à la nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Bon, chers amis, vous suivez mes émissions crypto depuis longtemps, mais vous êtes encore débutants. Parce que vous en avez assez des plateformes crypto incompréhensibles, usantes, où c'est un parcours de combattant de type Bac+10 pour faire des opérations simples. Je veux simplement acheter une crypto-monnaie, pouvoir la revendre, regarder les graphiques, la stocker, faire des conversions en crypto-monnaie depuis mon ordinateur, depuis mon smartphone. D'ailleurs, chers amis, allez voir l'application Kraken dans l'App Store, allez voir tous les commentaires positifs qu'il y a sur le côté super intuitif, super accessible. C'est la plateforme qu'il vous faut pour faire vos premiers investissements en crypto-monnaie. En plus, Kraken, c'est l'ancienneté. La société a été créée en 2011.
Elle est basée à San Francisco. 420 actifs numériques sont disponibles. Enregistrés auprès de l'AMF en tant que PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. En termes de frais, vous ne serez pas déçus avec leur modèle Maker-Taker. Plus il y a de volume, moins c'est cher. Pour la liquidité, elle est optimale, ça absorbe la volatilité du marché. Ils sont connus pour ça, Kraken. L'expérience, l'ancienneté et la respectabilité avec cette profondeur du carnet d'ordre qui est disponible. Alors, écoutez, c'est simple, vous avez mon lien exclusif dans la description. Allez vous faire votre propre opinion, cliquez dessus et rejoignez l'expérience Kraken. Allez poto, on attaque là, on a assez perdu de temps. Go, dans le vif du sujet. Alors, les baromètres du risque. J'en ai listé un certain nombre. Ça peut paraître assez logique. Je commence par le marché action américain, premier baromètre du risque, le contrat futur S&P 500. Le marché a un peu temporisé, il y a une petite divergence daily ici qui est en cours elle est en train d'être épurée. Cherchez mes mots. RAS sur l'horizon de temps mensuel, RAS sur l'horizon de temps hebdomadaire, il y a toujours du potentiel. À court terme, ça peut éventuellement retomber ici. Alors bien sûr, hein, c'est le principal facteur concernant ces tensions géopolitiques, c'est l'impact que cela peut avoir sur l'offre de pétrole, le trafic commercial à travers le détroit d'Ormuz, c'est là où réside le principal risque pour l'économie mondiale. Et effectivement, quand j'enregistre cette vidéo, le détroit d'Ormuz n'est pas fermé. Donc, le contrat futur S&P 500, lui, reste bullish tant qu'il se maintient au-dessus de cette zone. Et vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas de dégâts techniques majeurs. Deuxième baromètre de risque, le dollar américain. Bon, là aussi, petite stabilisation depuis le début des hostilités, mais la tendance de fond reste baissière. Les cibles techniques baissières, certaines sont faites, mais pas toutes. Au final, ce sera la Fed qui mettra le point final à cette tendance qui a été baissière sur le dollar américain depuis le début de la semaine. Et pour le moment, on voit que ça tient le choc. Je rentre ensuite dans le vif du sujet. Alors, deux baromètres forcément majeurs. Le prix du pétrole. Alors oui, là, il y a eu un impact majeur. C'est-à-dire que le prix du pétrole, qui a fait quasiment une cible théorique importante de cette structure en ABC en 3 temps, bon, je remonte rapidement le décompte de long terme, lui a réintégré un range important, a réintégré le niveau des 65 $ qui fut à l'époque le point de départ de la baisse ici du choc boursier de la crise sanitaire, hein, ça nous renvoie 5 ans en arrière, puis la reprise, et finalement le conflit ouvert entre l'Iran et Israël fait que le pétrole réintègre le niveau des 65 $, revient dans ce range. Il n'y a pas de risque d'explosion haussière tant qu'on se maintient sous les 80 $. Car finalement, en fait, le prix revient dans sa moyenne observée depuis 2022. Voilà. Sous les 65 $, c'est lorsque il y a eu une augmentation de la probabilité d'une récession aux États-Unis. Depuis, les chiffres du chômage ont montré que ce n'était pas le cas. Mais donc, alerte orange, je dirais, pour le prix du pétrole, mais pas d'alerte maximale quant à, par exemple, un éventuel impact sur l'inflation, tant que ce marché se maintient sous le niveau des 80 $. Le prix du gaz en Europe aussi est à surveiller, qui se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Bon, mais là aussi, il n'y a pas de rupture technique. Il y en a eu ici sur le prix du pétrole US. Ok, très bien. Il a réintégré son range, mais pas sur le prix du gaz naturel. De toute façon, ces énergies-là seront mises. Il y a un vrai risque d'envoler, puisque je revois déjà des articles écrits. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même histoire. Dès que ça pomme, dès qu'il y a un conflit, ce fut pareil avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ça va à 200 $, 250 $. Et à chaque fois que je lis ça, le point haut n'est pas loin. Ce fut exactement le cas ici, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. J'ai même vu des articles à l'époque, 300 $ le baril. Et je sais qu'à ce moment-là, couplé à des divergences techniques, je sais que c'est le point haut. C'est le même raisonnement, par exemple, avec le marché crypto, quand il est dans l'euphorie tout en haut, et que des personnes qui ne s'y intéressent pas commencent à s'y intéresser, parce qu'elles lisent un article, ah bah ça va à $1 million, en général, c'est le point haut. Bon, c'est des mécanismes similaires pour le prix du pétrole. En tout cas, c'est un baromètre important. Alors, on parle beaucoup de l'énergie, mais il y a d'autres baromètres, et on y pense un peu moins, car ce sont des bourses moins liquides, mais ce sont les marchés boursiers du Moyen-Orient. Alors, il y a un certain nombre de marchés boursiers au Moyen-Orient. Le plus important de tous les marchés boursiers du Moyen-Orient, c'est la bourse d'Arabie Saoudite. Tadawul, qui en market cap occupe largement le terrain, c'est quasiment 10 fois la capitalisation boursière de la bourse de Tel Aviv.
Et je trouve ça intéressant de noter que c'est un marché là qui est revenu plutôt dans la partie basse d'un range. Si vous prenez les deux dernières bougies journalières qui sont à ma disposition, encore une fois, les choses peuvent évoluer au moment où j'enregistre la vidéo, car j'enregistre un peu en avance cette semaine, parce que je vais avoir un déplacement, et le moment où elle est publiée, mais dans tous les cas, pensez à regarder, quand vous allez regarder la vidéo, allez sur TradingView, le code c'est TASI, T-A-S-I, TASI. Regardez la forme des bougies journalières de la bourse d'Arabie Saoudite, directement concernée par le conflit, et clairement en lien avec le pétrole. Il y a Saudi Aramco, c'est une énorme market cap, et ça compose l'essentiel de Tadawul. Bon, donc ça c'est un baromètre du risque majeur, mais vous avez aussi la bourse de Tel Aviv, les 35 plus importantes valeurs de Tel Aviv. Pour le moment, il y a une tendance haussière qui est préservée. Vous avez aussi le marché action égyptien. Alors lui qui a subi un peu de volatilité, mais à la base, parce qu'il était déjà tout en haut et que ça divergeait, il fallait bien une raison. En tout cas, vous avez avec le contrat futur S&P 500, le contrat futur S&P 500, la bourse d'Arabie Saoudite, le marché action israélien, donc l'indice phare de la bourse de Tel Aviv, le TA35. Et au passage, ça me permet de vous donner les codes sur TradingView. TASI, TA35 et pour l'Égypte EGX30, vous avez de quoi suivre des baromètres directement liés à ce conflit. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ces bourses du Moyen-Orient cotent le dimanche. Donc ça permet de voir un peu, ça permet aussi d'avoir peut-être un indicateur avancé sur ce qu'a la tendance de Bitcoin le lundi par exemple. Et par exemple, dimanche, Tadawul avait fait cette bougie assez haussière. Et donc, lundi matin, rappelez-vous, lundi matin, il y a eu un petit pump quand même de Bitcoin. Voilà, bon, ce sont des baromètres qui me semblent intéressants de suivre. Le pétrole, le prix du gaz naturel, le S&P 500, l'Arabie Saoudite, Israël, le marché action de l'Égypte. Et puis, naturellement, vous avez aussi l'évolution de l'inflation en temps réel, donc l'application Trueflation. Vous pouvez noter que là, alors elle se maintient grosso modo au niveau de la cible de la Fed. Il y a un petit pump là qui est directement lié à ce que fait le prix du pétrole. Le prix du pétrole, je vous ai déjà montré ça dans des études, grosso modo, quand vous additionnez l'impact direct et indirect du prix du pétrole sur l'inflation, le CPI US ou le PCE, c'est 10 à 12%. Impact direct plus indirect. Donc c'est pas non plus 100%, c'est pas 50%, c'est pas 30%. Dites-vous bien que l'immobilier, c'est 30 à 40% de l'inflation. Aux US, le pétrole, c'est beaucoup moins. Donc à ceux qui se posent la question, comment expliquer que cette inflation reste au sud, que la désinflation se poursuive alors que le prix du pétrole s'envole, c'est simplement parce que son poids n'est pas si important que ça. Bien sûr qu'il compte, et bien sûr qu'il aura un impact sur l'inflation nominale, il ne faut pas se cacher. Mais pour créer une seconde vague d'inflation, il faudrait qu'il s'envole au-delà des 100 $. Nous ne sommes pas là. J'espère que nous n'allons pas atteindre ce stade. Le temps fort fondamental de la semaine, au-delà de cette actualité géopolitique, c'est la Fed. La différence entre la Fed et l'actualité géopolitique, c'est que l'actualité géopolitique, ça change toutes les heures. C'est un peu comme les tweets de Donald Trump. Ça change toutes les 30 minutes. La Fed, elle est droit dans ses bottes. Jérôme Powell, il est serein. Le mec est détendu. Quand ça pète dans le monde ou quand Trump s'attaque à lui, le gars, il fait son footing tranquille, il fait sa petite natation, il est bien, il boit son petit jus de tomate, il est tranquille. Jérôme. Pourquoi ? Parce que lui ne change pas d'un iota. D'ailleurs, vous n'aurez pas de baisse de taux cette semaine. La probabilité c'est 3%. Donc, il faudrait vraiment quelque chose d'urgent pour que la Fed baisse le taux d'intérêt de ses fonds fédéraux ce mercredi. Le marché se projette toujours sur une baisse de taux le 17 septembre. Alors, en quoi la Fed compte cette semaine ? Plusieurs choses. Tout d'abord, la Fed, comme l'indique ici cette petite astérix pour la réunion du 18 juin, met à jour ses projections macroéconomiques. C'est-à-dire que le 18 juin, vous allez avoir cette ligne qui va se remplir, et elle va se remplir avec tout ce bordel. Et notamment dans tout ce bordel, vous allez avoir ici les projection materials, les matériaux de projection, bon, la mise à jour des projections macro. Ça ressemble à ça, et c'est ça que veut voir le marché. En fait, en clair, alors que le S&P 500 n'est pas loin de son record historique,
Alors que j'ai eu l'occasion de vous le montrer la semaine dernière, le marché action mondial, via le MSCI World, fait un nouveau record historique. Alors que les pays émergents ont pour la plupart des marchés actions en hausse ces derniers mois, pour aller plus haut, aller plus haut, ça c'est une chanteuse, mais j'ai oublié qui c'est. Ça m'est revenu comme ça. Alors, donc, pour aller plus haut, il faut une Fed qui confirme au minimum, ce qu'elle nous avait dit en début d'année, à savoir qu'il y aurait 2 baisses de taux des fonds fédéraux d'ici la fin d'année. Le marché s'impatiente. S'impatiente pourquoi? Vous avez ici un graphique qui compare le taux d'intérêt directeur de 3 banques centrales qui comptent, les States, les Statos, donc le SAM, 66, pardon, la Chine et cette bonne vieille zone euro. Et vous constatez comme moi qu'en Chine, ça baisse. En Europe, on est revenu à une politique monétaire neutre. D'ailleurs, c'est le moment de faire un crédit immobilier. C'est ce que je suis en train de faire là. Et j'ai eu des conditions intéressantes. Mais aux États-Unis, en bleu, ça baisse pas. Et ça commence à rendre nerveux le marché, qui, pour aller plus haut, veut voir une Fed qui confirme. Donc, cette semaine, la seule chose qui compte, c'est ça. Ce que la Fed va nous dire sur son propre taux d'intérêt. Car oui, la Fed, cette semaine, donne sa projection sur son propre taux. C'est quand même magique. C'est ça qui est bien avec la Fed. À la différence d'autres banques centrales qui ne communiquent pas à ce point. Donc, si, dans le tableau qui sera mis à jour, le 3,9 là, devient autre chose que du 3,9, supérieur, 4,1 par exemple, on est mort. On est mort. Le minimum légal, on est mort façon de parler, on sera toujours en vie. Mais le marché prendra une tannée. Le minimum légal, et je le souhaite, et je le pense d'ailleurs, est que les 3,9 soient confirmés. Et nous aimerions voir peut-être moins encore. Encore un peu moins, 3,5. Deuxième chose qui va compter, la mise à jour des anticipations d'inflation, notamment le corps PCE et le PCE. Et bien sûr, les anticipations de croissance économique et d'emploi. Mais c'est surtout les anticipations d'inflation. Quelle lecture les économistes de la Fed ont de l'inflation actuelle qui a continué de baisser? Je vais vous montrer ça juste après. Mais quelle est l'évaluation des économistes de la Fed quant à l'impact de la guerre commerciale? Car on oublie cette guerre commerciale depuis que l'Iran et Israël s'envoient des missiles. Elle est toujours là. Et je vous rappelle que c'est le 9 juillet, la date limite, que les États-Unis ont fixé à leurs principaux partenaires commerciaux pour arriver à un accord commercial. Si la Fed, cette semaine, confirme au moins de baisse de taux, et qu'elle en plus, elle affiche une confiance dans la désinflation, à travers ces anticipations, le marché va faire « cool, on est bien ». La Fed, the Fed is with us. Et si the Fed is with us, market will be bullish. Okay? Et il y a un autre aspect des choses, la liquidité. La liquidité, bien sûr, le cycle des taux d'intérêt, mais la politique monétaire non conventionnelle. La politique monétaire non conventionnelle, je vous rappelle que depuis le début de l'année, j'appelais ça une baisse des taux cachés. Bon, c'est peut-être un abus de langage, mais la Fed a réduit son programme de quantitative tightening. Elle réduit son absorption monétaire, qui reste quand même en place, mais qui est quasiment revenue à zéro. Si la Fed devait encore réduire le quantitative tightening, si le RRP devait aussi continuer de baisser, le programme de reverse repurchase, les banques placent leur liquidité auprès de la Fed plutôt que à l'économie, tout ça sont des conditions monétaires plus accommodantes. Et ça, vous allez le voir dans le communiqué de la Fed. Toutes ces informations seront décisives pour la suite de la tendance du marché action. Il y a des actifs risqués en bourse. Pourquoi? Parce que la liquidité structurelle, je vous rappelle, ici vous avez une courbe qui superpose le BTC avec ce que j'appelle moi la liquidité structurelle, c'est-à-dire la masse monétaire M2 plus la capacité de crédit des économies, où on met tout ce bordel dedans. Alors, je viens de vous parler par exemple du programme de reverse repurchase, il est là-dedans. Le quantitative tightening, ici vous allez le retrouver dans le bilan de la Fed, etc.
Et puis, mais vous avez, dans cette liquidité globale, il y a tous les M2 et tous les bilans des banques centrales qui comptent. Mais ça fait un nouveau record historique. Ça, je vous l'ai déjà montré. C'est ça, moi, qui me fait garder confiance pour les prochains mois. Et donc, ce dont va parler la Fed mercredi va décider aussi l'évolution future de cette courbe. La Fed a-t-elle actuellement une bonne raison de pivoter? Oui, si on est factuel, alors elle ne baissera pas ses taux cette semaine. Je dis, la Fed a-t-elle une bonne raison de baisser ses taux d'ici la fin de l'année au moins 2 fois? Oui, si l'on en croit son indice d'inflation favori, qui est ici sous vos yeux, le PCE nominal et le PCE core, quasiment à la cible. 2,1 pour le nominal, c'est 2 la cible. 2,5 pour le core. L'inflation selon le CPI, elle aussi, 2,8 sur le core, 2,4 sur le nominal. C'est pas loin. Nous sommes quasiment revenus au monde d'avant. Vous prenez les anticipations de l'algorithme de la Fed de Cleveland en version trimestrielle annualisée, nous sommes à la cible de la Fed. En version trimestrielle annualisée, nous sommes à la cible de la Fed. Donc, à moins d'une envolée du pétrole au-delà des $100 avec une dégradation majeure de la situation au Proche-Orient, on peut envisager que la Fed finisse par pouvoir agir. Mais l'actualité géopolitique rend toujours les choses incertaines, il faut l'admettre. Quant au taux de chômage, elle n'a pas de raison de pivoter puisque celui-ci se maintient très bas et ce malgré la guerre commerciale. Alors Bitcoin, point technique, la question que tout le monde se pose c'est ça. Est-ce que Bitcoin va continuer d'être corrélé non seulement donc à la liquidité structurelle qui intègre le M2, tous les M2, et donc tous les M2 sont ici. Ils sont là. Tous les M2 sont ici. Alors, le mardi 17, moi je travaille sur plusieurs longueurs temporelles, pas que sur une durée, donc j'ai mon intervalle 70-84 jours de projection. Il est vrai que si cette corrélation devait se poursuivre, donc rappelez-vous ça va vous rappeler des trucs en maths ça. Si et seulement si, c'était des conditions pour ensuite développer des fractions et que sais-je encore, des intégrales, enfin tout ce qui nous saoulait un peu, quoi, qui nous sert pas trop au quotidien, d'ailleurs au passage. Si et seulement si x est supérieur à 0. Si et seulement si cette corrélation devait se poursuivre. Nous devrions avoir IONZ, donc avoir, IONZ, avoir. Nous devrions avoir un été pas dégueulasse. Mais cette corrélation cessera, comme elle cessasse à la fin du cycle précédent, et malheureusement créa un piège. Sauf qu'ici, je vous ai déjà démontré qu'il y avait tous les indicateurs de haut cycle qui clignotaient rouge. Et là, non, c'est pas le cas. Mais pour que cette corrélation se poursuive, eh bien, il faut un message de la Fed qui ne soit pas trop difficile. En tout cas, si elle se poursuit, la fin du mois de juin pourrait être favorable. Vous voyez comme je pèse mes mots et vous notez mon extrême prudence. Alors, nous pouvons y croire tant que le marché se maintient au-dessus de cet intervalle 95 000, 100 000 dollars. Nous pouvons y croire tant que le marché se maintient dans l'intervalle, au-dessus de l'intervalle, entre 95 et 100 000 dollars. La partie basse étant la moyenne mobile à 200 jours, la partie haute étant cette trendline ici. Cette trendline ici, qui attrape les sommets en échelle logarithmique et que je reproduis ici en délit en échelle logarithmique qui est là. Donc c'est cet intervalle à tenir, car s'il devait être enfoncé, les choses seraient plus compliquées ici pour les toutes prochaines semaines. Et nos amis les alts dans tout ça. Alors, nos amis les alts, première chose, la market cap totale, il faut tenir cette zone. C'est la zone des 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, la market cap totale, c'est le niveau qu'il faut tenir. Pourquoi en davantage de hausse cet été? Sur Total 3, le marché moins Bitcoin et ETH, c'est le niveau des 650-660 milliards qu'il faut tenir. J'ai toujours mes ratios altcoin sur Bitcoin, les alt versus le marché, qui ne donnent pas le signal. Il y a toujours
ces divergences lancinantes. Il y a toujours ces compressions chartistes que je surveille, qui ressemblent au point de départ de ce que fut à l'époque la saison des Alpes. Mais sauf que ça ressemble, c'est bien. C'est comme si vous avez une piste d'athlétisme à Paris et une piste d'athlétisme à Lyon. Deux athlètes en forme, sur la même piste d'athlétisme, elle est peinte de la même couleur, le même sifflet pour donner le point de départ ou le même coup de feu, tout pareil, le même arbitre, tout pareil. Mais que sur un terrain d'athlétisme, il y en a un qui part et l'autre, malheureusement, il s'est fait mal à la cheville, il part pas, ou la poudre est mouillée, on peut pas tirer le coup de feu, ça ressemblait, mais l'autre il part, l'autre part pas. C'est pareil. Avec les alts, c'est pareil. Il y a des choses, des bases techniques, où on a très envie de se dire, à un moment ou à un autre, il va se passer un truc, mais pour qu'il se passe un truc, il faut des conditions monétaires qui l'autorisent, et des conditions géopolitiques qui arrêtent d'occuper l'essentiel de l'actualité. Et là, ça reste un peu tendu quand même. Voilà. C'est pour ça donc que l'analyse technique donne des éléments qui ne demandent qu'à être transformés. Alors c'est déjà bien de les avoir, non, parce qu'il n'y avait aucune chance si on n'avait pas les... C'est ça que je veux dire. Il n'y avait aucune chance si on n'avait pas des bases. Là, on a une base et on a une liquidité. Si la liquidité était en baisse et que j'avais pas de pattern graphique, je vous aurais dit c'est foutu. On a une liquidité en hausse, on a des patterns. Maintenant, on a juste besoin d'un start fondamental. Un start fondamental. Pour que ces patterns se transforment. Parce que si on n'avait pas eu de pattern, mais un start fondamental, il ne se passait rien. Il faut les deux en même temps. C'est ça que je vous dis. Pourquoi suivez-vous mon raisonnement. Bon, le reste suivra Bitcoin avec plus ou moins de force. Rien n'a changé pour la plupart des seuils. Le BNB est toujours en starting block sous son record historique. Il ne faut pas qu'il casse cette trendline pour y croire. ETH en starting block sous les 2770 $, qui était le niveau d'envolée ici de la victoire de Trump. Tant qu'on est en dessous, pas de départ, mais tant qu'on est au-dessus de ça, on peut croire dans une pattern starting blocks pour que ça démarre. Le Solana, lui, il faut qu'il s'accroche à sa moyenne mobile à 100 jours, mais pour vraiment attaquer la suite qui dépasse la moyenne mobile à 200 jours. Et l'AMI Render, alors, l'AMI Render, pour moi, la grosse zone support, elle est là. Potentiellement ici, c'est une 1, une 2, en running flat, une 3, une grande 4. Faut pas enfoncer le sommet de la 1. Je me suis toujours dit à un moment ou à un autre, il fallait venir tester la trendline. Vous l'avez ici, je suis en log. Hein. Vous avez cette ligne de tendance, elle passe là. Donc, est-ce qu'il manque ça? J'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, c'est la zone au-dessus de laquelle on peut se dire qu'il y a moyen que ça finisse par repartir. Mais encore une fois, ce sera lié à Bitcoin. Ce sera lié au choix que fera Bitcoin cette semaine avec l'actualité géopolitique et la Fed. Donc, retenez, le plus important est de se maintenir au-dessus des 95 000, 100 000 $ pour voir quelque chose d'intéressant. Cette fin de printemps et ce début d'été. Merci à tous, passez une bonne semaine.